plusieurs axes. Il y Ouais, a un peu l'axe comment on va maîtriser la complexité, ouais, sur comment on fait, et puis il y a l'axe du comment des moyens, et peut-être théoriquement, je vais me tourner peut-être pour commencer vers Denis Adam, est-ce que là, il y a des éléments de théorie qui permettent de dire comment on va répondre et pourquoi ça peut marcher finalement la consultation, l'expression citoyenne. Peut-être que moi je distinguerais déjà deux choses. Il me semble que c'est pour ça. Enfin, de peut-être pas réduire l'expression citoyenne à la participation citoyenne, c'est-à-dire que comme on l'entend là, parce que en fait, il me semble qu'on parle de deux choses différentes. Il y a des expressions des citoyens qui sont quasiment spontanées. Hein. Ils prennent la parole, ils s'expriment, ils veulent quelque chose. Et puis il y a des dispositifs de participation où on sollicite la participation des citoyens. Ce qui me semble pas être tout à fait de même nature. Et peut-être d'ailleurs que une des questions qui se pose, alors du coup, c'est vous qui l'évoquez, hein, sur la démocratie en crise, ou en tout cas, voilà, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de gens, effectivement, qui ont un manque de confiance dans les organisations, alors politiques, mais on pourrait dire la même chose pour les organisations syndicales, un peu moins pour les associations, mais n'empêche que ça reste, voilà, etc. Et donc, du coup, il y a des expressions qui vont naître de façon peut-être spontanée, où ça va être beaucoup plus de monde, hein, avec toute la difficulté de se structurer, de se faire entendre, de machin, etc. Enfin, on l'a bien vu pour les Gilets jaunes, par exemple, hein, on peut le dire dans tous les sens, etc. etc. N'empêche qu'après, le moment où il faut se mettre autour d'une table, ben, on ne sait plus qui peut représenter quoi, qui, machin, etc. Y compris parce qu'on a l'amalgame de toutes les revendications contradictoires. Hein. Donc du coup, voilà. Donc je pense que l'expression citoyenne, ça va aussi là. Mais en même temps, ça peut faire bouger des lignes de façon un peu différente. Je prends par exemple le tout récent événement là, qui s'est passé dans les établissements scolaires autour de la tenue des filles. Que c'était la tenue vestimentaire, mais enfin bon, en bref, c'était quand même la tenue des filles qui était en question, etc. Donc, quand les élèves, quand les filles, etc., revendiquent et disent mais ça ne nous empêche pas de travailler à l'école, etc., et il faut faire évoluer les normes, ça part. C'est pas parce que le chef d'établissement leur a dit allez, vous allez discuter de la tenue, etc., etc. C'est même le contraire. C'est parce que les élèves ont fait des mouvements que les chefs d'établissement se sont dit bah, on va mettre ça en débat et on va voir comment ça peut être un objet d'éducation et d'éducation à l'égalité femmes-hommes, etc., etc. Enfin, voilà. Donc là, du coup, on est dans une expression qui déclenche l'obligation, d'une certaine façon, des institutions à répondre ou à ne pas répondre. Enfin, on est en tout cas, voilà, on est d'accord. Après, voilà, l'idée de la participation, c'est quand même un truc qui est compliqué parce que c'est un truc qui doit s'inscrire quand on va solliciter les gens dans quelque chose de durable. Je prends un exemple tout simple. Il y a quelques années, j'ai une collègue à l'université qui me dit je ne comprends pas cette promotion d'étudiants. Je fais mon cours, je parle pendant 1 heure et demie, je leur dis maintenant participer, et il n'y en a pas un qui prend la parole. Et je dis peut-être que si tu commençais par leur donner la parole, s'il y avait des ateliers, machin, etc., s'il y avait des trucs, et qu'après tu. Voilà, peut-être que tous participeraient parce que la même promotion que d'autres profs ont, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Hein, vous savez, alors on le disait, voilà, on ne peut pas avoir d'injonction à participer. On s'inscrit dans une démarche, c'est un apprentissage de la participation. Or, tout notre système est fait pour ne pas participer. Hein, à commencer par l'école. Hein, voilà, vous avez un professeur qui sait des choses et qui va donner à des élèves des choses, etc. Si on est dans des méthodes participatives dès l'école, dès le plus jeune âge, dès les mouvements de jeunesse, etc., forcément, on apprend à participer. Hein, ce matin, on le disait, alors je ne sais plus, ça a été dit dans l'atelier de ce matin, mais vous l'avez redit aussi, évidemment, il y a des choses très complexes. Mais pour prendre la parole, il faut se sentir autorisé à la prendre. Il faut se dire que ce qu'on va dire, c'est pas une ânerie, qu'on n'est pas à côté de la plaque, etc., etc. Donc ça veut dire aussi qu'on est en capacité de se fabriquer un esprit critique, de se nourrir et de se dire, je dis un truc, peut-être que ça va être contredit, peut-être qu'on va en discuter, enfin, voilà, d'autres vont apporter. Tu parlais d'intelligence collective. Voilà, comment on fabrique de l'intelligence collective. Pour qu'on soit dans un système d'intelligence collective, il faut qu'on soit éduqué à ça. Il faut qu'on apprenne à vivre là-dedans. Alors, oui, il y a eu des époques où tout le monde passait par les patronages des mouvements d'éducation populaire, laïque ou pas laïque, etc., etc., qu'il y avait, y compris dans les partis politiques, des formations, peut-être, etc., etc., à prendre la parole, etc.
C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. Les bourses du travail, dans la fin du 19e siècle, les bourses du travail, elles fabriquent des ouvriers, des représentants des ouvriers, avant même les premiers syndicats, hein, avant la naissance de la CGT, et elles se disent, pour que l'ouvrier puisse aller négocier avec son patron, il faut qu'il ait le même discours, le même langage que son patron. Donc il va falloir lui apprendre, y compris culturellement, comment il va pouvoir aller négocier, parce que s'il ne sait pas parler, il ne va rien obtenir. Donc du coup, voilà, la participation, elle commence là. Hein, c'est-à-dire, et donc c'est bien une question d'éducation populaire. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ça manque. Enfin, ça manque, parce qu'on n'en a pas... Voilà. Peut-être que les mouvements eux-mêmes d'éducation populaire ne font pas toujours ça auprès de tout leur public. Oui, je pense qu'on a une crise. Oui, je vais rebondir, parce que je pense qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'autres mouvements, on a une crise de légitimité, c'est-à-dire comment aussi on va vers ceux qui sont de plus en plus invisibles, parce qu'il y a cet enjeu-là aussi qui est fort. Alors, moi j'ai eu une autre expérience professionnelle dans l'humanitaire et le caritatif, où effectivement, quand vous disiez des leviers, alors qui reprennent les outils d'éducation populaire, c'est-à-dire comment aussi on permet aux personnes, on ouvre l'espace pour l'expression. Ça, je pense que c'est extrêmement important, c'est la première entrée, et de convaincre les personnes que leur parole, elle a de la valeur, et qu'ils sont experts de ce qu'ils... Moi, j'ai eu la chance d'animer des temps de parole avec des gens de la rue, sur une question au moment où on a enlevé tous les bancs. Vous savez, parce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus partout. Maintenant, si vous voulez vous asseoir quelque part en ville, et dans certaines villes, c'est quasiment impossible. Et je me souviens très bien d'en avoir parlé avec des gens qui vivaient dans la rue, en disant, mais le fait de nous enlever les bancs dans les parcs publics ou des choses comme ça nous oblige, nous, à aller dans des endroits où on n'est plus en sécurité. Alors, pour sécuriser une grande partie de la population, là aussi, il aurait fallu en débattre, hein, en fait, ils nous disaient, nous, on nous refoule vers des endroits où on vit des choses difficiles. Et ça, vous ne pouvez l'avoir qu'avec des personnes qui le vivent. Et à partir du moment, alors c'est pour en venir à ça aussi, c'est-à-dire que les mouvements d'éducation populaire ou les associations, aujourd'hui, il faut changer de posture. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelque chose de descendant où on va aider l'autre, mais on est bien dans comment on est en participation aussi avec ces personnes-là et qu'on recueille leur parole. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qu'ils vivent et comment alors ça peut aller. Alors moi, je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de mouvements caritatifs, alors il y a ATD Carmont, mais il y en a beaucoup, qui ont organisé, structuré leur action pour que les personnes puissent aussi avoir une parole entendue. Voilà. Et je prendrai un autre exemple, alors c'est pas mon éducation populaire, mais quand vous disiez, je pense qu'il y a des choses qui existent aujourd'hui, il y a l'idée des cigales, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, qui sont des groupements d'investisseurs citoyens. Ça vous parle ou pas trop? C'est-à-dire que c'est un ancien banquier qui a imaginé ça. Vous savez qu'on est un pays où il y a énormément d'épargne. Voilà. Notre épargne pourrait sauver la France. Mais voilà, on épargne beaucoup. Et il y a beaucoup de fourmis. Et des petites fourmis, hein, je ne sais pas qu'il y a beaucoup de fourmis. Et on a un taux d'épargne assez important, je crois que c'est un des plus élevés au monde. Et du coup, ce banquier a réfléchi en disant, pour pouvoir aider à la promotion de projets locaux, souvent portés par des initiatives citoyennes, et dans l'économie circulaire, il a réfléchi en disant, mais peut-être qu'on peut aller mobiliser l'épargne citoyenne qui vient faire un complément et souvent qui permet à des structures, du coup, d'avoir plus facilement accès aux prêts bancaires. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce qui a été pensé dans ce mouvement des cigales, c'est que ce n'est pas uniquement un apport d'argent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous participez à une cigale, vous rentrez aussi dans, j'allais dire, le comité porteur ou accompagnateur de la structure qui va se mettre en place. Et pour l'avoir vécu, on se dit, on ne connaît rien à l'économie, ben en fait, quand vous rentrez dans un système comme ça, vous vous rendez compte, et là on est complètement dans l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il y a des gens habitant sur le territoire qui ont tous des compétences différentes, et qui, à un moment donné, vont être vraiment l'accompagnateur de la structure. Voilà. Je l'ai vécu dans le Grésivaudan, où il y a des vignes, de deux vignerons qui se sont mis, enfin deux personnes, qui ont décidé de relancer les vignes ancestrales du Grésivaudan, et ça y est, c'est quelque chose qui a démarré, et on a été complètement associés à la réflexion, ce qui fait qu'on a chacun apporté ce qu'on pouvait. Moi, j'ai appris plein de trucs sur la vigne. Régulièrement, je vais faire des vendanges avec eux. Je sais à peu près reconnaître maintenant voilà, les grappes quand on les coupe. Je dis, ah, ça, c'est ça. Et voilà, il y a cette forme d'intelligence collective. Et ça, je pense que c'est important. Et ça aussi, ça permet à un moment d'avoir là une expression citoyenne. Je pense. Sur aussi comment on fait ensemble, comment. Mais il faut ouvrir des espaces possibles pour ça. Voilà.
Michel, peut-être sur le sujet de comment faire travailler des gens qui sont dans des postures, des lieux, des organisations différentes, c'est-à-dire l'intelligence collective, au-delà de ce qui se passe dans l'instance Césaire, l'expérience. L'expérience, c'est celle du manager de projet que j'ai été aussi, et puis du footballeur aussi, j'ai été passionné de foot. Et l'intelligence collective, effectivement, s'exprime bien dans cette école, en fait, cette école de la vie qui est le football. Non, je pense que les règles sont importantes. Comme dans le football, effectivement, il y a des règles, on joue à 11 contre 11, il y a des règles à respecter, il y a un arbitre à respecter. Je pense que les règles sont importantes et la méthode aussi, pour y parvenir, la méthode employée est importante. Je vais rebondir sur ce qu'avait dit Madame la députée, c'est dommage qu'elle soit partie, lorsqu'elle a parlé effectivement du vote. C'est vrai que le vote, c'est important, c'est une expression citoyenne qui est fondamentale dans le système dans lequel on est aujourd'hui avec la Ve République, enfin, la constitution qu'on a actuellement. Cela dit, la vraie question, c'est pourquoi les gens ne vont plus voter. Pourquoi les gens ne vont plus voter? Bon, il y a eu des précédents malheureux, avec le référendum de 2005, qui a vu effectivement la population française voter majoritairement contre la Constitution européenne, et puis finalement passé par d'autres biais. Donc elle a complètement décrédibilisé le vote, cette expression citoyenne-là. Depuis, et ça crée un précédent. Depuis, effectivement, les gens ne vont plus voter. Donc il faut remettre les choses à plat, il faut de la méthode, il faut des règles. Il y a des choses qui existent, qui sont intéressantes, qui ont été expérimentées. Moi, je ne suis pas, enfin, même si j'ai été sollicité là, sur une liste citoyenne aux dernières élections municipales, bon, malheureusement on n'a pas été élu, mais on avait l'idée effectivement de s'inspirer des expériences qui avaient pu avoir lieu à Saillant, par exemple, dans la Drôme. Il y a aussi plus récemment une expérience qui a été menée à l'EAS dans l'Ain, dans lequel on fait appel à une méthodologie, à des règles, qui sont d'ailleurs matérialisées par une solution qui s'appelle, bon, j'en fais pas la pub, hein, mais ça s'appelle Solupratie, et ça a permis effectivement de manière assez simple, et c'est une commune de 800 habitants, qui a permis effectivement de créer de l'intelligence collective dans cette municipalité-là. On s'est contenté de leur poser 4 questions, 2 questions sur ce qui fonctionne actuellement, et 2 questions sur ce qu'ils pourraient faire de mieux. Et ces 4 questions donc, ont fait l'objet d'un sondage. Enfin, ils ont collecté effectivement les réponses à ces questions pour en fait compacter les résultats qu'ils ont tractés donc, auprès des gens. Ils se sont aperçus qu'il y avait des besoins qui étaient communs, mais des besoins même que les personnes une à une ne souhaitaient pas parler, enfin ne souhaitaient pas en parler parce qu'elles pensaient que c'était une absurdité. Ils se sont aperçus qu'en fait cette absurdité-là, il y en avait une majorité ou une forte proportion en fait de la municipalité, pas des gens de la commune qui y pensaient. Ils pensaient que ce serait bien de le faire. C'était un dépôt de pain. Personne ne nous en parlé, mais alors, quand je parlais d'intelligence collective, effectivement, il faut effectivement avoir en tête la dynamique d'un collectif. Il y a des phénomènes de groupe qui se passent. On découvre bien, je parlais du football, mais on découvre bien dans le football, on découvre aussi dans des équipes de projet, on découvre des fois il y a des paradoxes qui surviennent. C'est-à-dire des gens qui, en fait, personne ne souhaite qu'on prenne cette décision-là. À un moment donné, il y a une personne qui la suggère, et personne ne s'y oppose. Et c'est quand même ce qui va se faire. Alors que même la personne qui l'a suggéré ne le souhaitait pas. Elle l'a simplement suggéré. Et elle n'a pas vu d'opposition, en gros. Et c'est ce qui va se passer. Et après coup, quand ça va mal se passer, parce que généralement, quand il n'y a pas de vraie motivation, les choses se passent mal, et on découvre que personne ne le souhaitait vraiment. Pour autant, c'est la décision qui a été prise. Donc il y a ces phénomènes-là dont on a l'intelligence maintenant. Enfin, je sais que quand j'ai suivi mon cursus de certification de manager de projet chez IBM, on nous enseignait ce type de phénomène collectif. Donc il faut en avoir conscience. Donc les règles, la méthodologie est importante et la participation, bien sûr. La participation. Il faut faire participer les gens. Donc c'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que les gens ne souhaitent pas toujours participer. Mais si effectivement on n'a pas la démarche de leur permettre,
ne le feront pas, hein, ils le feront encore moins. Donc,